sur les pressions. Voilà, vous allez voir que c'est amusant parce qu'on ne s'était pas parlé de froid avec Annie non plus. Moi, je n'ai pas été formé ici, donc je n'ai pas de biais de formation, et pourtant, je vois qu'on a quand même, vous allez voir des points de vue en commun. Donc, les pressions pulmonaires, pourquoi, comment pourquoi parce que c'est complexe, on va voir comment. Alors apparemment, vous faites de l'échographie, vous regardez plus beaucoup les pressions, ça veut dire qu'il y aurait donc une correspondance entre vos flux de pression et ce que vous observez au Doppler. Vous y croyez. Et on verra si Lise me laisse le temps de présenter un cas clinique, conclure la session. Pourquoi parce que la circulation droite n'est pas ni plus ni moins importante que la circulation gauche pour répondre à une situation hémodynamique. Voilà moi comment je raisonne quand j'aborde un malaise hémodynamiquement. Je pense que vous légendez mon schéma qui est clair. Il y a deux pompes qui sont branchées en série. Dans un système en série, le dysfonctionnement de l'une n'est pas forcément plus important ni moins fréquent que l'autre. Donc je vais me poser des questions sur la précharge du système droit, et pour ça évidemment on mesure une PVC qui est le reflet entre les conditions de charge que reçoit votre système droit et ce que votre système est capable d'en faire en fonction d'une part la fonction de votre pompe qui a deux fonctions, une fonction systolique et une fonction diastolique, et la post-charge qui lui est imposée. Tout dysfonctionnement systolique ou diastolique pour une certaine post-charge va se traduire par une variation de PVC, par exemple va se majorer, et qui va vous dire qu'il se passe quelque chose en aval. Bien sûr, si vous pouvez la voir, mesurez-la, c'est évident. Ensuite, du coup, il faut vous poser des questions sur le post-charge du VD, et je vais y revenir, le VD est particulièrement sensible à la post-charge. Ensuite, vous vous intéressez à la précharge de votre système gauche, que si je pouvais avoir chez tous les malades une POG, eh bien, je le ferais, pour les mêmes raisons qu'à droite. Et ce qui précharge votre cœur gauche, c'est le débit pulmonaire qui revient par le retour veineux pulmonaire. Donc, on va essayer d'observer ce retour veineux pulmonaire. Le cœur gauche, lui, est particulièrement sensible à la précharge. Donc, une déprécharge de gauche provoquera un hypodébit systémique qui précharge le débit pulmonaire. Ensuite, je me pose des questions sur ma fonction ventriculaire gauche, systolique et diastolique, et la post-charge que j'impose à mon cœur gauche. Ensuite, on se pose les questions du fonctionnement de chaque valve, puisque tout ceci, et ça aussi, si tout ceci fonctionnait, le dysfonctionnement d'une valve va provoquer, par exemple, une sténose pulmonaire va provoquer une augmentation de la PVC. Vous vous demandez s'il y a du shunt, tous vos patients shuntent. En rien, la question c'est beaucoup ou peu. Le péricarde et le rythme. Voilà comment je fais le tour avec l'hémodynamique d'un malade. Ce qui se passe à droite n'est ni plus ni moins important que ce qui se passe à gauche. Si on me laissait le choix entre une PA invasive, par les Camille, et une PAP invasive, a priori, je ne sais pas, je ferais sans doute comme dit Mohamed, je mettrais un brassard et un bon monitoring de la panne pour voir ce qui se passe à gauche, et je garderais ma PAP, par exemple. C'est plus complet que d'avoir juste une PAP. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce que la circulation droite est un petit peu plus difficile à interpréter que la circulation gauche. On a vu la complexité du coup de l'interprétation de la forme d'option artérielle dont parlait Camille. Il y a quand même un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la valeur de la pression pulsée. Et ça, c'est assez facile quoi, à observer. Et à droite, un peu. Et voilà. Alors, je vous parle de la pompe. Donc j'ai dit que ces deux pompes en série, je les ai représentées par deux rectangles, malheureusement, elles ne sont pas du tout équivalentes dans leur fonctionnement. À la naissance, elles le sont, puisqu'elles ont passé la bifétale et éjectées dans le même système, via le canal artériel, mais ensuite elles se spécialisent très vite. Elles sont différentes l'une de l'autre, vous ne pouvez pas avoir un VD comme vous voyez un VG. Un VD, ça a à peu près cette gueule-là. Il est enroulé autour du VG. Il y a une chambre d'admission, un corps trabiculé semi-lunaire quand vous le coupez, c'est plus difficile. Si vous ouvrez le sternum, vous le voyez comme ça, donc là je peux revoir la circulation droite et gauche, ventre droit et gauche, il est antérieur, il n'est pas droit. Et d'ailleurs la valve pulmonaire est à gauche de la preuve. Donc le problème que ça nous donne, c'est qu'il y a une forme de contraction
qui est plus complexe, puisqu'il y a une contraction longitudinale et en couraxe, et qu'il est dépendant aussi, il a des fibres communes avec le VG. Donc non seulement elles sont collées l'une à l'autre dans le septum interventriculaire, donc le dysfonctionnement de l'une va provoquer le dysfonctionnement de l'autre, et en plus elles ont des fibres communes. Donc il y a une interdépendance ventriculaire importante. Un VG, finalement, c'est assez facile à voir en tranche, il est circulaire. Et quand vous avez... Alors que le VD, vous voyez, est enroulé en forme de lune autour du VG. Observer la contraction d'un VG, c'est assez visuel à l'écho, puisque vous faites de l'écho, alors que observer la fonction systolique d'un VD est plus complexe. Voilà, donc ça c'est pour la circulation pulmonaire. Delta P égale P égale QR, je sais pas comment vous dites, la loi d'Ohm. Ok. Bon. Alors delta P, du coup, le gradient moteur, c'est entre quoi et quoi pour la circulation pulmonaire? Bah, du coup, c'est entre la pression qui entre, la PAPM, et la pression de l'autre côté, la POG. Ça, c'est le gradient moteur. Donc, résistance vasculaire pulmonaire égale PAPM moins PAPO sur Q. Ça va? En millimètres de mercure par litre par minute. On appelle les unités Wood. Ça va? Et on utilise une autre unité qui sont les DIN par seconde par centimètre puissance moins 5. Ne me demandez pas pourquoi puissance moins 5, parce que je suis mieux en maths. Du coup, on définit l'hypertension pulmonaire par du coup, un certain nombre d'unités Wood. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, quand on dit une unité Wood, ça veut dire qu'un gradient moteur de 1 mm de mercure, donc par exemple, j'aurai une PAPM à 11 et une POG à 10. Tu es 1 mm de mercure entre ma PAPM et ma POG, ce petit gradient, suffit à me faire circuler 1 litre par minute. Ou un gradient moteur de 5 mm de mercure, donc par exemple j'aurai 15 de PAPM et 10 de POG, suffit à faire circuler 5 litres par minute, ce qui serait pas mal raisonnable comme des litres. C'est ça que ça veut dire avoir une unité Wood. Vous comprenez? Ça va? Donc maintenant qu'on est d'accord sur la définition et sur la compréhension de ce qu'est la résistance vasculaire pulmonaire en unité Wood, on repart dans la petite loi d'Ohm là, du coup, je peux l'exprimer comme ça, PAPM égale QP fois RVP plus POG. Voilà. Alors, du coup, ce qui est complexe, c'est l'hypertension pulmonaire. Par quel mécanisme? Eh bien, elle peut être par hyperdémie pulmonaire. Si vous augmentez QP, vous augmentez PAPM, tout étant égal par ailleurs. N'est-ce pas? Donc, si j'ai une hyperdémie pulmonaire, par exemple, parce que j'ai un shunt gauche-droit, une CIA ou une CIV, j'envoie beaucoup de QP. Je diminue QS. Okay. Donc, si je mesure ma PAP, que ce soit avec un cathéter ou un échographe, j'ai de fait une hypertension pulmonaire, mais qui n'est pas due à une augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire, qui est due à une hyperdémie. Ça va? Donc il faut bien distinguer l'hypertension pulmonaire par hyperdémie. Alors ensuite, ça peut être par une CIA, ça va gonfler votre VD, vous augmentez la précharge de votre VD, ça peut être par un shunt après un tricuspide, et à ce moment-là, c'est votre VG. Ça va? Tout ça, ça donne des hypertensions pulmonaires, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ou bien, vous pouvez, par augmentation de la POG. Ça, c'est l'hypertension pulmonaire post-capillaire. Okay. Vous avez une défaillance de votre VG, systolique et ou diastolique. Vous avez une hypertension pulmonaire. Toujours sans augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire. À l'écho et au KT, vous allez voir pour le moment la même chose. Vous voyez l'hypertension pulmonaire. Dont le trait. Okay. Ou par augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire. Vous avez une maladie de l'endothélium, qu'on appelle HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Et ça vous provoque également une hypertension pulmonaire que vous allez voir par exemple par une insuffisance sur votre échographie. Ces trois mécanismes-là n'ont rien à voir les uns avec les autres et les traitements et les conduites à tenir sont inverses. Okay. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre le mécanisme de votre hypertension pulmonaire. Vous ne pouvez pas juste dire je vois une insuffisance tricuspide, j'ai une hypertension pulmonaire, je mets du NO. C'est absurde. Okay. Donc il faut aller un petit peu plus loin. Par ailleurs, c'est un peu compliqué parce que la loi d'Ohm ne suffit pas et ce n'est pas simplement une bobine ou une résistance comme on voyait dans nos circuits électriques au lycée. C'est une éponge, elle est inhomogène
Elle a deux propriétés magiques qui sont le recrutement. Si vous doublez le débit cardiaque parce que vous vous mettez à courir, si moi je me mets à courir autour de l'amphi, je vais augmenter mon débit cardiaque, je vais augmenter QS, je vais augmenter QP, ok, je ne vais pas augmenter mes résistances vasculaires pulmonaires, au contraire, je recrute ma circulation pulmonaire. Okay, elle se gonfle. Okay, donc elle augmente en volume quand vous lui donnez plus de volume. C'est une propriété magique. Et elle se distend. Par ailleurs, elle est inhomogène et elle est très sensible à la pression alvéolaire, c'est-à-dire à la pression que vous lui imposez avec votre ventilation en pression positive. Vous ne pouvez pas ne pas parler des zones de West. Ok, c'est inhomogène. En haut, là, j'ai des effets espace mort et ma pression alvéolaire écrase mes capillaires et sous l'effet de la pression hydrostatique en bas, j'ai du shunt. Okay, et j'ai des zones qui sont perfusées non ventilées. Pour évaluer votre POG avec un cathéter de Swann, il faut se mettre dans la zone où il y a un gradient PAP, pression alvéolaire PV. Sinon, vous mesurez votre pression alvéolaire, vous mesurez votre PEP. Et vous pourriez, du coup, mal interpréter votre POG. Ok. Donc c'est complexe. La droite, c'est pas la même. Ils n'ont pas la même forme. Ils n'ont pas la même paroi. Le BD est fin, le VG est musclé. Ils n'ont pas la même forme de contraction, l'un se contracte de façon circulaire, l'autre longitudinale, ils ne développent pas la même pression, l'un développe 5 fois plus de pression que l'autre, le VG est performant en élastance, le VD, sa capacité, sa compétence, c'est la compliance, c'est-à-dire créer le vide en lui-même pour ramener sa pression diastolique inférieure à la PVC, qui est assez basse. Okay, c'est-à-dire dépenser de l'énergie pour créer le vide en lui-même, pour ramener la pression diastolique en dessous de 5, qui est la PVC, ce qui n'est pas si facile que ça à faire, parce que s'il n'y arrive pas, il ne se remplit pas. S'il ne se remplit pas, vous n'avez pas de débit cardiaque, ni à droite, ni à gauche. Okay, et lui, il dépense de l'énergie pour ça, et c'est ça sa capacité. C'est à ramener sa pression diastolique à 0, en dessous de la PVC. Ça va? Pour savoir ce que vous lui demandez, il faut connaître la PVC. Le volume n'est pas le même, la fraction d'éjection n'est pas le même, puisque le VD a plus de volume que le VG, mais ils ont le même volume d'éjection systolique si vous n'avez pas de shunt. Le débit du VD, comme je l'ai déjà dit, est poste charge dépendant. Il dépend de ce que vous lui imposez avec notamment votre ventilation. Alors que le VG est précharge dépendant, c'est-à-dire qu'il est dépendant du débit droit et de la fonction droite. La précharge du VD est extrathoracique. Ok? C'est ce que je ramène de mes bras et de mes jambes. Alors que pour le VG, elle est intrathoracique. Et inversement pour la post-charge. La post-charge, c'est la circulation pulmonaire. Le débit coronaire est diastolique pour la gauche, alors qu'il est systolo-diastolique pour la coronaire. Donc vous ne pouvez pas interpréter l'un sans interpréter l'autre. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'interpréter votre fonction ventriculaire. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie de mesurer les pressions qu'ils génèrent. Alors soit, comment on les mesure? Effectivement, avec un cathéter de Swann-Ganz. Effectivement, on peut reconnaître que ce n'est pas applicable pour tout le monde. Mais que quand c'est complexe, et c'est souvent complexe, si vous pouvez le faire, ne vous en privez pas. C'est juste en mesurer évidemment le bénéfice-risque. Bien sûr. La différence, bon voilà, je vous propose ce système-là. Ça va? Bon. Alors voilà comment c'est foutu. Je fais combien de temps? Ok. Bon, alors voilà, comment c'est foutu, je vous fais un petit rappel des pressions, c'était le but. Ça va? Donc je descends ma Swann là dans la veine cave supérieure. Et où, dans l'oreillette droite, il n'y a pas de valve entre les deux. Donc les pressions sont, on va dire, extrapolaires. On va dire ça. Hop. Bon, la POD, donc vous la mesurez, AZCX, VY, ok. Vous entrez dans la chambre, si vous voyez que vous avez votre onde C et votre onde B qui vous reviennent dans la figure, il est écrit sur le scope que vous avez une insuffisance tricuspide. C'est intéressant à savoir. Une insuffisance tricuspide, souvent, c'est l'hypertension pulmonaire. Donc juste votre courbe de PVC peut vous écrire quand vous passez le matin. Oh, regarde, tu as une hypertension pulmonaire, enfin tu as une IT. Il y a de fortes chances que ton IT soit une hypertension pulmonaire. Okay, ou si c'est un cordage à la tricuspide qui a lâché, ça peut être assez intéressant à savoir aussi. Ensuite, vous poussez en PVD.
vous obtenez une PAP avec une diastole. Tu vois? Okay. Caractéristique du coup de l'onde de PAP, qui est le pendant à droite de l'onde de PA dont parlait Camille. Et puis vous revenez avec la POG, de l'autre côté. Il y a là deux bosses. Elle est plus pulsative. Elle s'est pris le système résistif entre les deux. Ça va? Elle a également une pression pulsée. Mais elle est beaucoup moins importante. C'est le même schéma, c'est l'effet Wynn-Kessel, du coup je passe dessus, Camille nous l'a expliqué, mais il est beaucoup plus important à droite qu'à gauche. Donc la pression pulsée est 5 fois moins importante à droite qu'à gauche, du coup elle est plus difficile à interpréter. Elle est moins sensible que la pression pulsée gauche, et finalement, enfin je sais pas si tu es d'accord avec ça, finalement l'intérêt principal de mettre une pression artérielle invasive par rapport à mettre un brassard, c'est voir la pression pulsée c'est visuel. Ça va? La pression pulsée, c'est le truc le plus intéressant du signal de pression gauche. On est tous d'accord avec ça. À droite, bof. Quoi. À droite, c'est plate. Quoi. La capacitance est beaucoup plus importante qu'à gauche. Donc vous ne pouvez pas regarder pression droite comme vous observez pression gauche. Vous en avez. Alors du coup, puisque tout le monde fait de l'écho, et qu'on ne peut pas mettre des soins à tout le monde, du coup on va essayer d'interpréter ces courbes de pression avec les flux Doppler. Mais pour comprendre vos flux Doppler, qui sont générés par ces gradients de pression, vous devez, quand vous regardez un flux Doppler, savoir ce que vous interprétez comme pression. Okay. Le Doppler, il sert juste à connaître la courbe de pression quand vous ne l'avez pas. Vous l'interprétez. Comment on fait si vous êtes aveugle? Finalement, le Doppler, ça nous apporte ce que font les chaussures du Doppler. Ça, c'est les c'est aveugle la chaussure. Un peu comme un réanimateur sans soin. Alors, puisque vous croyez qu'avec votre Doppler, vous pouvez connaître les gradients de pression, c'est parce que nous croyons, notre religion, c'est Bernoulli. Le gradient de pression de part et d'autre d'un trou, quel que soit son diamètre, qu'il soit large ou restrictif, c'est 4 fois la Vmax au carré. Vmax étant la vélocité de déplacement du flux Doppler. Voilà. Si vous ne croyez pas à ça, ne pensez pas. Donc, ok, donc si on adopte ensemble cette religion, et qu'on regarde nos courbes, alors, évaluer en écho la PVC, Xav l'a dit, vous pouvez regarder le diamètre de votre veine cave. Alors, la PVC, c'est très multifactoriel. Bon, si votre veine cave en télé expiratoire est plus ou moins gonflée, on peut supposer que la PVC soit plus ou moins importante. C'est ultra grossier. Si vous pensez que la PVC est trop complexe pour la mesurer, alors ça, il y a aussi le flux dans les veines sud-hépatiques. C'est pas mal, hein, c'est mieux que rien. Mais alors par contre, si vous avez la chance d'avoir un cadet dans la droite, ensuite, donc ça c'était l'arrivée dans la POD, du coup je passe vite puisque c'était tout le monde examen. Ensuite, du coup il y a le remplissage. Donc vous voyez, pour se remplir, il a bien fallu que le VD amène sa pression inférieure à la POD, sinon il ne se remplirait pas, que vous seriez mort, personne ne t'en connaît. Comment ça se passe en zoom, c'est ça, donc c'est comme à gauche, hein, il y a deux temps. Il y a le temps où il a, dans sa relaxation isovolimique, dépensé d'énergie pour amener sa pression en dessous de la POD, et du coup ça vous fait un premier cycle Doppler. Puis ensuite, comme il se remplit, les pressions s'égalisent. Et ensuite, vous finissez le remplissage avec une contraction, nombre P, de l'oreillette active qui finit le remplissage. Ça vous fait deux flux, un temps E, un temps A, que vous pouvez voir comme ceci en mettant votre boulette de Doppler pulsée ici. Voilà, un petit remplissage tricuspide. Voilà ce que vous voyez. Okay, quand vous voyez ça à l'écho, c'était ça que vous voyez en pression. Ça va? C'est bien ça que vous cherchez à imaginer. Vous faites ça. Ensuite, l'éjection, après le ventricule. Le ventricule se contracte pendant sa contraction isovolimique jusqu'à amener la pression qui est en lui-même au-dessus de la pression artérielle diastolique. Et quand
pression systolique, la PSVD, devient supérieure à la PA, ils se vident dans l'artère pulmonaire. PA et PVD s'égalisent, vous éjectez. Vous créez donc un gradient de pression qui se voit comme ça au Doppler. Vous mettez votre boulette là dans la chambre de chasse, dans l'infundiculum pulmonaire, et vous obtenez un flux d'éjection. L'air sous la courbe, intégral temps vitesse, c'est le volume d'éjection systolique. Magique. Vous monitorez votre débit cardiaque droit, qui n'est pas moins intéressant que le gauche. Pourquoi souvent des ITV à gauche, pas à droite. La différence entre les deux, c'est le chat. C'est assez intéressant aussi. Et ensuite, votre tour de pulmonaire, qui est votre précharge gauche. Pas intéressant. Ça, vous l'avez à l'écho, par le Doppler dans les veines pulmonaires. Une onde S, une onde D, et une onde A reverse. Quand l'oreillette se contracte, il n'y a pas de balle, ça rebalance du flux dans l'autre sens. Dans les veines pulmonaires. Comme vous savez, ça rentre dans le fameux algorithme de l'évaluation des pressions pulmonaires. Voilà. À l'entrée, vous avez le flux de gauche et à la sortie, vous avez le flux de droite. Ça, c'est votre précharge de gauche. Votre précharge de gauche, c'est fort intéressant. L'HTAP, c'est une maladie de l'endothélium qui augmente la résistance vasculaire pulmonaire. Alors, je vous ai dit que vous devez comprendre votre hypertension pulmonaire. Précapillaire, post-capillaire, par hyperdébit. Votre échographe peut vous aider. Alors, ça c'est quelqu'un de normal. La papo est à moins de 12. Donc j'ai une bonne fonction systolique, une bonne fonction diastolique gauche, c'est ça que ça veut dire. Le gradient transpulmonaire, donc papo PAPM, est à moins de 12. Et vous avez un gradient POG PAPD à moins de 5. 5 minutes. Précapillaire, tout le monde a monté, mais la papo reste basse. Post-capillaire, tout le monde a monté. Voilà. Deux maladies opposées. Alors à l'échographe, vous pouvez le mesurer par le flux d'insuffisance tricuspidienne, qui est un gradient systolique VDOD. Ce que vous voyez là au Doppler, c'est ce qui correspond à la courbe que je vous ai dit à droite. Par exemple, là vous le mesurez à 3,57 m, et comme vous croyez à Bernoulli, vous vous dites que le gradient VDOD est de 51, 4 Vmax au carré. Si vous voulez connaître PAPS, si ça vous intéresse, par exemple, vous avez parlé du SDRA, je pense que c'est difficile de ne pas s'intéresser à PAPS quand on traite un SDRA, alors PAPS serait égal à 51 plus la POD. Encore faut-il la connaître. J'ai envie de dire, si PAPS vous intéresse, mesurez. Une autre façon de faire, c'est le d'IP, qui lui est un gradient diastolique APVD. Ça correspond à cette courbe-là. Le gradient que vous avez ici entre PAPD et PVD. Ça vous donne un flux qui a cette tranche-là. Un flux diastolique décélérant, avec un gradient protodiastolique et un gradient télédiastolique. Ça vous donne PAPM, PAPD. Donc ça vous donne PAPS, si on croit la pondération à tiers entière, qui est, comme disait Camille, assez rapide. Voilà. Et au moment où vous avez votre petite onde P, ça augmente POD. Comme ça augmente POD, cette milieu gradient, ça vous fait une petite encoche sur votre flux petit P. Ça vous permet d'estimer à l'écho votre PAPD et votre PAPM, donc votre PAP. Notre façon de faire, qui n'est pas dépendante de la valeur. Voilà. Alors, infra ou suprasystémique. En réalité, quelle est la norme de la PAP? Bon, on vous donne des normes de recommandation. Avant c'était 25, non, je crois qu'ils ont changé, ils ont dit 20, je crois. En fait, la question c'est de combien elle est plus basse que votre pression systémique. C'est ça qui est intéressant. Parce que si je vis à 100 de PAPM, je vis avec
Si je vis à 100 de PAM, je vis avec une PAPM plus élevée. La question c'est de combien je suis infrasystémique. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes isosystémique, vous êtes en HTAP. Vous êtes suprasystémique, vous êtes fortement en HTAP. Okay, notre système est fait pour avoir une PAP au moins 5 fois plus basse que notre pression systémique. Donc la question, c'est pas sa valeur absolue. La question, c'est de combien elle est plus basse que la pression systémique. Ça, vous pouvez le voir avec cette coupe échographique. Là, vous êtes normal, j'ai plus beaucoup de temps. Là, vous êtes normal, là, vous êtes iso, là, vous êtes supra. Ok? Voilà. Ça, c'est une courbe échographique qui est essentielle. Ça, c'était quoi? La post-charge, bon, je vais peut-être pas avoir le temps, mais vous devez analyser du coup votre flux éjectionnel droit. Vous mettez votre boulette là, soit dans l'interculaire pulmonaire, soit dans la paix. Bon, c'est pas la même chose, mais vous pouvez y voir la même chose. Ce flux-là est ultra intéressant. La forme du flux est intéressante. Son air sous la courbe, c'est votre volume d'éjection systolique, donc c'est votre QP, c'est essentiel. Mais aussi, il y a un petit truc, c'est sa forme, c'est le temps d'accélération. Quand votre post-charge augmente, par exemple, quand vous faites une embolie pulmonaire, il devient de plus en plus étroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'accélère de plus en plus vite. Pour la même air sous la courbe, pour le même débit. Un flux, là, ici, on a tous un débit comme ça, assez large, comme ça, qui ressemble à celui-là. Avec, on met un peu de temps à atteindre la Vmax, on décroît de façon harmonieuse. Et plus vous augmentez votre post-charge, si vous faites une EP, plus vous vous écrasez. Vous allez voir? Voilà. Lui, il y a une EP. Puis quand il n'y aura plus rien. Voilà. Donc si vous regardez d'un côté votre débit, si vous avez un très bon débit, un bon ITV, avec une HTAP, c'est plutôt l'hyperdébit. Si au contraire vous avez un petit débit et la même IT, c'est plutôt des RBP qui sont égaux. Précapillaire, post-capillaire, hyperdébit. Voilà. Il est cool le capillaire. Vous allez voir, même moi-même ne va pas trouver. Voilà. Du coup, on est dans l'océan Indien, c'est un gamin qui vient d'un milieu très très défavorisé. Il vit dans un manga là. Et il a 2 mois, il est en choc cardiogénique, il a 7 de pH, 10 de lactate. Il est en détresse respi et du coup on fait l'écho. Donc il a vraiment 2 mois, si vous regardez, il est né le 23 mai 2015, on est le 23 mars, on est le 27 mai, c'est pas le pile. Voilà. Et du coup on voit ça. Okay. Ouais, pour les nuls, vous DVD. Et il est 10h20. Ok? Il est 10h20, j'insiste. Vous voyez ça. Du coup, comme vous voyez vers lui, vous faites un Doppler. Vous voyez ça. Vous mesurez 4,81 m, donc 4 Vmax au carré, gradient VDOD, 96 mm de mercure. Voilà, qui dit ici qu'il y a une hypertension pulmonaire, qui dit qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, qui vous manque. Ça va. Vas-y, qui dit qu'il manque une info là? Non mais vous dites tous qu'il y a une hypertension pulmonaire, mais c'est pas attention, hein, il manque peut-être. Donc vous dites tous qu'il y a une hypertension pulmonaire, ouais. Ouais. Donc la PAS est à 50. Elle est largement suprasystémique. Il ne vous manque pas d'infos. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Si vous pensez. Il est systémique. Pardon? Il est systémique. C'est-à-dire? Le ventricule. Ah. Ouais, tu vas chercher un tout petit peu trop loin. Non, si vous pensez que parce qu'il y a un débit, que parce que le gradient systolique entre le VD, la pression systolique du VD, et la pression de l'OD, puisque c'est bien ça, un fluidité, c'est un gradient systolique, VD-OD. Si vous pensez qu'il y a une hypertension pulmonaire, c'est que vous me dites que vous pensez que PAPS
est élevé. C'est bien ça. Mais du coup, ça veut dire que vous pensez que PAPS est égal à PSVD. Que la pression systolique dans la P est égale à la pression systolique dans le VD. Mais pour ça, il faut que pendant la systole, il n'y ait pas de gradient entre le VD et la P. Vous me suivez? Donc là, la question à me poser, c'est y a-t-il un gradient? La première chose qu'on pense en voyant ça, c'est est-ce qu'il y a une sténose pulmonaire? Si vous pensez en voyant votre fluidité que vous mesurez la PAPS, c'est parce que vous pensez qu'il y a une égalité de pression entre l'artère pulmonaire et le VD. Donc c'est que vous pensez qu'il n'y a aucune sténose sur votre valve pulmonaire. Mais vérifiez-le. Si vous pensez connaître les pressions avec un Doppler, demandez-vous exactement ce que vous mesurez comme gradient. Faites attention. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous croyez vers lui, là quand même, là la première question c'est, il a une sténose pulmonaire. Ok? Bon, il n'y en a pas. C'est pas ça. Et attention, ne dites pas il y a une hypertension artérielle pulmonaire, il y a une hypertension pulmonaire parce que vous voyez qu'il y a une... Non, ce n'est pas un fait, vous l'avez interprété. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une insuffisance tricuspidienne. Ça, c'est un fait. Vous le voyez à l'échographie. Et si vous aviez une PVC, vous verriez l'onde C et l'onde B qui vous reviennent dans la figure. Ok? Donc, il est incontestable qu'il y ait une insuffisance tricuspidienne sévère. Un, vous n'en connaissez pas le mécanisme, et deux, vous n'avez pas encore vérifié que ce qui se passe dans le VD en termes de pression est interprétable. J'insiste lourdement sur ce qui se passe sur l'AP. Quand vous faites du Doppler, demandez-vous quel gradient vous mesurez. Sinon, vous allez vous tromper. D'accord? Si vous traitez, si vous pensez voir une HTAP, alors c'est une sténose pulmonaire, vraiment, c'est une erreur diagnostique majeure. Okay? Donc, quand vous faites de l'écho, demandez-vous bien quel gradient de pression vous mesurez. Donc, c'est un fait qu'il y a une unité pulmonaire. Est-ce qu'il y a une hypertension pulmonaire? Eh bien, il faut aller voir s'il y a un gradient. Et bien là, il n'y en a pas. Donc, oui, ok, il y a une hypertension pulmonaire, je suis d'accord avec vous. Il a une hypertension pulmonaire suprasystémique. Parce que vous croyez en Bernoulli. Elle est pré- ou post-capillaire? C'est pour les internes. Elle est pré- ou post-capillaire? Je pose ma question autrement. Y a-t-il une défaillance VG? Y a-t-il une élévation de la POG? S'il y avait une défaillance gauche, il y aurait une élévation de la POG. Malheureusement, je n'ai pas de KT dans l'OG. Est-ce que mon échographe m'aide? Oui, alors. Ah ouais, c'est cool. C'était ça. Ouais, alors vas-y. Et ouais. On continue. Regardez votre septum interatrial pendant tout le cycle. Donc de la droite vers la gauche. Autrement dit, pendant tout le cycle, POD est supérieur à POG. C'est écrit sur votre échographie. Donc si vous mesurez la POD, la PVC, elle est à 15, il est écrit ici que la POG est inférieure à 15. Donc il est écrit ici que votre POG n'est pas élevé, donc c'est pas une défaillance. Donc comme quoi, oui, les échos permettent de connaître les pressions. Ok, ultra intéressant. Elle n'est pas post-capillaire, c'est pas une défaillance gauche, il n'y a pas de sténose pulmonaire, elle est fonctionnelle ou organique? Ça, je sais pas, il faut aller la regarder de plus près. Bon. 20 minutes plus tard, il est 10h43, on a fait une thérapeutique médicamenteuse. Il est comme ça. C'est un interne à la Mayotte, on va assurer. C'est un Chochin-Béréguer, c'est une carence en B1. Vous faites 500 mg de B1, vous le direz. Mais alors, qu'est-ce qu'on a guéri? Ça, je ne sais pas, parce que avait-il une hypertension pulmonaire qui provoquait la défaillance BD? Avait-il une défaillance systolique BD? Qui dit oui? Non, qui dit qu'il n'en avait pas? Pourquoi il n'en a pas? Là, je ne t'ai pas montré de flux de débit. Du coup, moi, je suis en choc cardiaque, il y a de la je sais pas.
En fait, si PSVD, on a écrit sur l'échographe que PSVD était égal à 94 mm de mercure. Donc il y a quand même un VD qui est capable de générer 94 mm de mercure. Il ne doit pas être totalement défaillant dans sa fonction systolique. Je ne sais pas. Donc est-ce qu'il avait vraiment une HTAP qu'on a guérie avec la vitamine B1 et l'HTAP était la cause de la différence VD? Ou est-ce qu'il avait une défaillance VD qui était la cause du choc cardiogénique? Moi j'en sais rien. Mais en tout cas c'est un fait que... qu'il avait une patron. Voilà, conclusion, ne restez pas aveugle. C'est dangereux. Et prenez les éléments, ils sont tous complexes. Vous avez vu le cours de Camille, interpréter une courbe de pression artérielle, c'est ultra complexe, quoi. L'histoire des ondes de réflexion qui sont les unes aux autres et qui du coup font varier votre incisure dicrote, le temps de la diastole, du coup la femme est fausse, le coup du matelas, du mur, enfin c'est quand même hyper compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué que vous ne la mesurez plus. La PVC, c'est hyper compliqué parce que c'est multifactoriel. C'est pas parce que c'est compliqué que vous ne la mesurez plus. Donc oui, c'est compliqué. Et justement parce que chaque paramètre est compliqué et multifactoriel, vous devez tous les observer et en faire une bonne posture.